Ne manquez aucune confidence dans Simple Thérapie avec la Smartbox 4G d'RTL. RTL, le réseau des smartphones. Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love. Seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement. Seule thérapie. Mélodie. Tempo. One love. Seule thérapie. Allez, Simple Thérapie en compagnie de Freddy Koula, le monsieur qui a peur. Et quelles que soient les conditions, on réalise cette émission pour vous et pour lui. Parce qu'ici, il va se confier sur son chemin, son parcours, ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Freddy, comment ça va? Ça va bien, je t'appelle collègue un peu, on s'est croisés dans l'immeuble de RFI et c'était un plaisir de te retrouver à Paris. Ben, écoute, plaisir partagé. Moi, je tenais à ce que tu viennes ici, dans Simple Thérapie. C'est bien. Nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour être le journaliste que l'on connaît aujourd'hui et surtout le président de club. Que je suis maintenant. Voilà, parce que Atlético Akanda, c'est voilà, depuis 2018, comme c'est écrit sur ce magnifique t-shirt. J'attends toujours le mien. Ouais, je sais que mais toi, tu auras le maillot qui sera floqué FMK. Non, mais je suis content. Alors, Freddy. Voilà. Je sais que tu es passé par l'UOB avant de monter à Paris. Ouais. Je sais aussi que tu viens de beaucoup plus loin que Libreville. Ouais. Dans tes posts sur Facebook, tu parles souvent de ta grand-mère. Ouais, de ma grand-mère, de ma mère. Tu es né où? Je suis né dans un petit village qu'on appelle Mokab. C'est à 10 km, 9 exactement, d'une petite ville qu'on appelle Moabi, qui est en principe Mokab, qui est en principe un village historique pour ceux qui ont fait un peu d'histoire. C'est le village de Nyonda Makita, qu'on appelle Mavorolo Mandieng, le guerrier Pounou qui a fait front face aux colons dans les années 1911-1912. Donc je suis exactement de son village. Et pour la petite histoire, et ceux qui pensent que je rigole quand je dis que je suis vraiment un enfant du cru, c'est que je suis né carrément derrière la maison de mes grands-mères. C'est-à-dire que mon grand-père avait 2 femmes et je ne suis pas né derrière la cuisine de ma grand-mère, c'est-à-dire que la mère de ma mère, mais je suis né derrière la cuisine de la belle-mère de maman. Donc ce qui a fait que j'ai une attache particulière avec ce village-là qu'on appelle Mokab. Certains l'appellent Mokabé, c'est dans le département de la Duini. Et pour ceux qui veulent vraiment découvrir la forêt profonde et lointaine, je vous invite à y faire un tour. Il y a un joli parc qu'on appelle un parc de la Mouka là-bas, pas très loin. Ok, vous avez compris, Freddy est journaliste. On peut lui ouvrir le micro, il va déblatérer pendant des heures. Tu es un gars de Moabi. Ouais, Moabi Longa. Voilà, donc tu es un vrai gars du terroir, du cœur même du Gabon. Tu fais ton enfance à Moabi ou... Ce qui s'est passé, c'est que ma mère était en mariage. Et en fait, son mariage a disloqué parce que entre-temps, son ex-mari ou son ancien mari avait pris une deuxième femme. D'accord. Et après, quand ma mère est partie du mariage, elle est venue à Libreville chez sa sœur. Et il s'avère qu'en venant à Libreville, elle est tombée sur le tailleur de sa grande sœur qu'elle allait voir souvent récupérer les habits. Et ce tailleur-là est devenu mon géniteur, on va pas dire mon père. Et en fait, nous les Bapounous, on est très particuliers généralement quand une femme prend l'enfant d'un étranger ou même de quelqu'un qui est très loin, qui est hors mariage parce qu'elle était mariée. J'ai été couvé un peu par mes oncles, donc je porte le nom de mon grand-père. Donc Koula, c'est le nom de mon grand-père, le père de ma mère. Et le deuxième nom patronyme que les gens découvrent aujourd'hui, Moussavou, c'est le nom de mon oncle en vérité. Donc chez nous, chez les Bapounous, l'enfant généralement appartient donc à la mère et surtout l'enfant des oncles. Donc c'est pourquoi en gros j'ai donc en principe du sang sénégalais, parce que mon père était Peul du Sénégal. Il avait un atelier, ma tante m'avait amené là-bas 2-3 fois avant qu'il ne reparte au Sénégal. Il avait un atelier de couture dont mon père était couturier, parce qu'en fait il est rentré au Sénégal, il était malade. Je l'ai vu 4-5 fois de ma vie, mais je n'ai aucune attache avec lui, malheureusement ou heureusement. Et derrière, je me suis fait tout seul un peu avec ma mère qui est restée pendant des années avec moi uniquement, mais j'ai des grands frères et des grandes sœurs qui sont restés en mariage. C'est-à-dire que ma mère est partie du mariage après que finalement je sois né, et puis je suis resté tout seul avec ma mère à Moabi, donc je suis né à Mokab. Mais ça veut dire que tu n'es pas le premier enfant de ta mère en fait? Du tout. D'accord. Ah ouais, je suis loin. Ma mère elle a fait 11 gosses. J'ai malheureusement une sœur qui est décédée, mais je n'étais même pas encore né, et on restait 10, et dans ma famille il y a 6 filles, on est 4 garçons. D'accord. Mais c'est vraiment une grande famille, ma mère elle a poussé, et puis derrière moi je suis un peu le seul étranger de ma famille. Et donc tu arrives vers la fin? Non, j'ai un petit frère et une petite sœur. D'accord. Qui sont super géniaux. Oui, bon, vers la fin. Voilà. Oui, mais vers la fin. Mais pendant longtemps, j'ai été considéré pas comme le Benjamin, mais je suis vraiment resté seul avec ma mère, si bien que je suis resté longtemps au village quand même. Quand j'avais 4-5 ans, je suis allé au jardin chez mon oncle à Tibanga. J'ai découvert Tibanga d'ailleurs. Et puis après, je suis revenu à Mokab, j'ai fait le CP1, le CP2. D'accord. Et après, je suis sorti de là au fur et à mesure. Donc je suis vraiment celui qui a commencé au village, là où il est né, est venu ensuite à Moabi pour terminer un peu l'année, l'école, c'est-à-dire en C1, C2, CM2. Je suis resté au collège à Moabi. Je suis venu à Mouila. Mouila, c'est à peu près à 80 km de Moabi. C'est à côté. Donc je suis venu à Mouila parce que je devais faire la seconde. Il n'y avait pas de seconde à Moabi. Là-bas. Et je suis venu, j'ai fait la seconde, j'ai fait la terminale. Et je suis
arrivé à Libreville, pour ne pas dire, c'était pas la première fois je venais en vacances, mais je suis arrivé m'installer à Libreville, notamment au campus de l'UOB quand j'ai eu le baccalauréat. Et grâce à Dieu, il y avait encore le campus à l'UOB et c'était bien. Donc, oh là là, mais quel parcours. En fait, je suis vraiment du cru et c'est aussi grâce à ma persévérance dans les études qu'en fait j'ai gravi pas mal d'échelons. Oui, on voit que tu es un gars vraiment du terre-terre, comme un gars du bled, on dirait. Et tu arrives à Libreville à quel moment? Dans notre famille des Bapounou, là, on a une cité, une petite maison à Kingele. Alors les Bapounou, c'est l'ethnie de Freddy Koula, faut préciser. L'ethnie de Freddy Koula, les Bapounou, l'ethnie de Mavoro Mandieng. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait de la famille à Kingele un peu, donc je venais souvent. Kingele, un quartier populaire de Libreville. Et aussi à Lasni Ovendo, dans la commune d'Ovendo. Ma tante avait une maison là-bas, donc on venait très souvent à Libreville. Et quand j'ai eu le baccalauréat, finalement, je devais venir à Libreville m'installer et j'ai eu la chance finalement d'avoir une place à l'équivalent de l'internat qui est le campus universitaire de l'UOB qui existait encore à l'époque. Malheureusement, en ce moment, il n'existe plus depuis 2014. Donc j'ai été hébergé là-bas pendant 5-6 ans. Le temps que j'ai passé à l'UOB, j'ai passé fait ton master là-bas. Exactement. Donc j'ai fait ma licence, ma première année universitaire, qui était un peu une année comme beaucoup de gens le font. Mais après, j'ai enchaîné vite fait avec une licence en histoire et archéologie. Et ensuite, j'ai fait un master. L'UNESCO venait d'ouvrir un master en communication. Et d'ailleurs, je regrette malheureusement que l'État gabonais n'ait pas poursuivi la collaboration, on n'ait pas pris le relais. Pendant 3 ans, il y avait le département de communication à l'UOB. Ça formait super bien. C'est à ce moment que je suis tombé amoureux de la communication et surtout du journalisme aussi parce qu'on faisait les deux. Donc j'ai fait un master recherche en communication. On avait des options en journalisme et comme il y avait Radio Campus à l'époque à l'UOB qui marchait encore superbement bien. Avec ma main d'Afresh. Voilà. Oui, et même d'ailleurs, l'année où je suis venu, d'Afresh avait eu quelques embrouilles avec les gars de Campus UOB. Il avait raconté ici même, dans Simple Thérapie. Voilà, mais je pense, moi je me souviens de cet épisode-là où, petit clin d'œil quand même, c'est un bel exemple d'Afresh de persévérance, où quand il est parti, il avait promis qu'il monterait une radio qui va démonter Radio Campus, même si ça n'existait plus après, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un bel exemple d'Afresh en parlant de lui, de persévérance, des gens qu'on a vus, aperçus à l'UOB et qui nous ont donné envie d'aller plus loin. Alors l'université Omar Bongo, pour ceux qui ne sont pas encore initié. Tapez sur Google un peu, le grand portail. Et oui, donc moi c'est peut-être ça qui m'a fait partir de Gabon parce que la formation de communication et de journalisme n'existait pas à l'époque où j'ai eu le bac. Et c'est pour ça que je m'inscris dans une université française. J'ai postulé pour 2-3 universités et j'ai été accepté à l'université de Nice et je suis allé faire ça. D'avoir un pays comme le nôtre. Ouais, mais je pense qu'à l'époque c'était pas vraiment la priorité du pays, la communication. C'était plutôt des métiers genre comptables. Quand tu regardes un peu toutes les formations qu'il y a à l'UOB, et de toute façon, salam aux autorités qui essaient de vraiment de faire formation en adéquation et tout ça, ce qui est certain, c'est qu'ils ont formé des sociologues, des trucs, des psychologues et tout ça, et ils envoyaient beaucoup de gens via des concours à l'étranger. Il y en a que je sais qui sont allés à Niamey, au Cameroun, au Sénégal, qui sont allés même en France, payé par l'État, le contribuable. Je pense que ça aurait coûté beaucoup moins cher d'ouvrir un institut, d'autant plus qu'ils ont ouvert l'Institut national des technologies qu'on appelle INPTIC. Ils auraient pu cumuler ça, après c'est une opinion personnelle, ils ont pu cumuler ça avec un institut de presse ou un institut audiovisuel. Ce sont des choses qui ne sont pas si compliquées à mettre en place, mais il faut être volontaire. Mais bon, après, nous, on est impliqués dedans, on a l'impression que c'est pas compliqué à mettre en place, mais pour ceux qui le voient de l'extérieur, il faut avoir la vision. On a de la chance de t'avoir aujourd'hui, tu vas nous aider un peu à mettre ça au pays. J'espère. Moi, je milite encore en tout cas pour rentrer en Afrique. Parce qu'on est parti, on a appris des choses, on a travaillé dans des grands groupes. Ce serait bien de revenir appliquer ça. Les gens nous croisent dans la rue et à chaque fois nous demandent mais toi tu n'es plus à RFI, toi tu n'es plus à Canal. Ce genre de choses. Non mais c'est amusant. Alors qu'on est d'ici. Si nous tous on reste là-bas, qui c'est qui va aider, surtout dans le secteur dans lequel on excelle un peu. On revient sur l'UOB un peu. Bah oui, on est obligé de revenir sur l'UOB parce que... Moi j'adore cette université, c'est une université de référence. Oui. Mais comment alors tu as fait après ta vie à l'UOB, comment tu te retrouves à Paris? Non mais c'est une transition parce que moi j'ai fait un master recherche en communication, j'ai soutenu mon master en 2015 et j'avais fait en fait le choix de ne pas directement poursuivre en année de thèse. Donc j'avais choisi, il s'était passé plein de choses, on va en parler d'ailleurs de Canal Plus et les autres, il s'était passé de belles choses entre temps, j'avais rencontré beaucoup de monde dont Josiane Maténé avec les samba professionnels, j'avais rencontré des gens comme Benjamin Burlot et tout ça qui m'ont donné envie de rester quelques temps dans le monde des médias et de la télévision. Parce que quand j'ai commencé à faire de la radio et de la télé, pour moi c'était accessoire. J'étais à l'UOB, vous savez quand on est à l'UOB on dit non nous c'est l'école, et puis tu commences à faire de la radio, la télé et il y a les gens qui commencent à t'apprécier et puis finalement voilà, et tu commences à voir qu'il y a un peu d'argent dans le sport et dans le foot et tout ça en faisant du journalisme et puis tu te dis bon écoute,
volontairement, c'est vrai qu'avec la vie avec mes parents, ça a été un peu chaud, surtout ma mère et mes frères. Je leur ai dit, moi je vais rester 1 année, 2 années pour apprendre, pour faire du journalisme et tout ça, et puis je verrai ce que ça va donner au bout de 2 ans. Et finalement, ça m'a plutôt bien réussi parce que après avoir passé le stage à Canal par l'intermédiaire des Samba professionnels et d'Abou Bakriba, un grand frère que j'aime beaucoup, je pense aussi à Joël Ndong qui ont été mes coachs, je suis revenu, j'ai travaillé au Palais à Gabon 24 quand ils avaient ouvert Gabon 24 d'ailleurs avec Alain-Claude Billy Binté. Et ensuite, Canal m'avait rappelé dans la foulée après mon stage où j'avais fait l'avant-CAN et pendant toute la période de la CAN, je suis resté avec eux près de 2 ans et demi. La CAN 2012 La CAN 2017. 2017, ouais, c'est à ce moment que je pense que je suis devenu une petite star des médias. Donc Canal m'avait rappelé, on avait fait une grosse émission pendant la CAN 2017 qui avait super bien marché, on l'a tourné au Beach Club et tout ça tous les soirs avec la bande à Vincent Radureux qui était là au début, ensuite Robert Braza, il y avait toute l'équipe de Canal et tous les experts et moi je faisais un peu le one man show, le gars qui faisait des trucs décalés et tout ça, mais on mettait une superbe ambiance et ça m'avait donné une audience remarquable parce que sur le continent on avait souvent 7-8 millions de téléspectateurs tous les soirs pendant la CAN 2017, mais pendant cette CAN là après quand tout ça est fini et que l'euphorie est retombée, c'est vrai que RFI après m'avait aussi pris dans la foulée en me disant si tu viens à Paris on va faire des trucs. Je me suis dit bon, l'euphorie est retombée, qu'est-ce que je fais après? C'est à ce moment que je me suis souvenu que bon, j'avais mis en pause ma thèse, il fallait que je la réactive. Et donc dans la foulée j'ai réactivé. Tu allais terminer ta thèse, donc je suis allé pour la poursuivre parce que là j'ai pas fini, il me reste encore, le corona m'a bloqué, il me reste encore 1 ou 2 ans. Ce qui est bien c'est que tu as cité pas mal de noms, tu as eu pas mal d'activités. J'ai vu que tu as été aussi chez TV5. Oui. Tu as fait le tour du Faso. J'ai fait le tour du Faso, le tour du Gabon avec eux. Je vais faire le tour du Rwanda, mais c'est un peu bégué. Mais oui, j'étais avec TV5 pendant près de 2 ans, non? 2 ans. Ouais. Et tout ça, c'est en fait c'est une combinaison de faits. C'est-à-dire que là, avec Canal, je me suis retrouvé aussi à être appelé par RFI quand ils étaient à Libreville pour la CAN. Quand je suis arrivé à Paris, RFI m'a dit écoute, on te prend en contrat journaliste consultant. Je suis avec eux depuis. C'est Kémien, c'est le service public. Tu pars, tu reviens, tu es avec eux. T'es là. Salutations à une très très belle équipe de Radio Foot International. Je pense à Annie Gasnier. Annie Gasnier et David Finzel, c'est des gens magnifiques. Alejandro aussi, elle refait. Donc après, ensuite, avec tout ce qu'on fait, je faisais avec RFI et Canal. Je pense qu'à un moment donné, TV5 Monde, Joël avait arrêté avec TV5 les tours cyclistes. Et puis Joël Ndong avait soufflé mon nom au producteur de TV5 pour le tour du Gabon et pour le tour du Faso. Et donc ça avait été génial. J'avais fait ces 2 tours-là. J'aurais voulu continuer, mais après, je pense qu'ils ont trouvé une autre direction. On a eu une vie avant le corona. Hein? Oui, une très très belle vie. Très très belle vie, franchement. Mais bon, on est dans la continuité. Et ce qui est important, je dis ça souvent aux jeunes et aux gens qui me posent la question, mais pourquoi tu ne veux pas rester comme les autres en restant sur Canal, sur TV5 tous les soirs? Je leur ai dit, c'est peut-être pas mon destin à moi. Mon destin à moi, c'est peut-être dans mon destin à moi, ça c'était des passages qui peut-être étaient obligatoires. C'était aussi des rêves. Je dis souvent que je suis comme un footballeur et n'en déplaise à ceux qui pensent que je bluffe. Je dis souvent que je suis passé par un centre de formation. Pour moi, le centre de formation, c'est l'université, c'est les médias locaux que je fais parce que quand même dans mon petit CV, j'ai eu une chance énorme d'avoir fait quasiment tous les médias gabonais. Même en tant que chroniqueur, j'ai commencé la toute première télé que j'ai faite, c'était TV+. Un mec qui s'appelle TV+, c'était génial. Un mec qui s'appelle Joël Francoulou était venu à l'UOB, il me faisait voir je faisais des animations et il m'a vu et il a dit mais toi là, viens un peu à la télé parler. Quand je suis allé à TV+, j'avais cartonné sur quelques bonnes émissions et puis un mec qu'on appelle Sénéla Ange Pambo de Télé Africa est venu me voir un jour au bas de l'immeuble en disant petit, viens à Télé Africa faire des émissions avec nous. Je suis parti à Télé Africa, je suis resté avec eux un long moment. T'as tourné, j'ai commenté la CAN et je suis venu à Gabon Télévision faire des chroniques avec mon ami Waris Fatombi avec qui j'étais en France et tout ça que j'aime beaucoup. Et après Gabon Télévision, je me suis retrouvé à Gabon 24 quand Alain-Claude Billy Binté et le président ont ouvert Gabon 24 et maintenant je me suis retrouvé à Canal+, et ensuite j'ai fait RFI, j'ai fait TV5, donc j'en connais pas beaucoup qui ont fait ça. Ouais. Moi je n'ai pas fait ça. Voilà, donc tout ce parcours-là, pour moi, en si peu de temps, parce qu'il s'est passé quand même 3-4 ans, c'est-à-dire que je suis allé, je suis un peu comme le Kylian Mbappé des médias, je le dis souvent, tout est allé très vite, et après tu as l'impression d'avoir tout gagné très vite, et tu commences maintenant à te poser en te disant c'est quoi la suite. La suite ne peut pas être au même endroit, c'est impossible. Si je commence à dire que je vous mens en disant que je vais rester dans la télévision pendant 5-6 ans encore, je vais faire des trucs, je ferai ça à contre-cœur parce que je me dis que je peux donner plus, parce que ma passion a été consommée dans l'univers des médias en tant que journaliste, chroniqueur et tout ça. Maintenant je sais de lever un tout petit peu la barre en me disant je me mets au-dessus de la mêlée, est-ce que je peux apporter, mon intelligence peut apporter autre chose, est-ce qu'il y a autre chose qui me passionne, notamment le management dans le football, notamment tout ce qui est politique. On va arriver justement au management dans le football, mais avant, j'ai vu que tu avais travaillé chez RTL. Oui, mon premier stage.
j'ai travaillé. À l'époque, ils avaient la transition avec Zen, et puis c'était encore le vrai RTL. Et j'étais venu à l'époque où ils avaient, en parlant du foot, ils avaient ce qu'ils appelaient RTL Jeune Talent, qui avait été lancé par Manchester United. Donc j'avais été stagiaire pendant un stage qui avait duré 7 mois quand même. Et c'est mon grand frère, en fait, j'ai mon grand frère qui travaille là-bas. Tout le monde connaît un peu, j'ai le droit de le dire. Non, tu peux. Non, pas de problème. De toute façon, tout le monde le sait un peu, qui s'appelle Blanchard Andoum, qui est en fait hiérarchiquement le numéro 2 d'RTL et qui s'occupe de la régulation. J'étais à l'UOB, c'était les vacances, et je lui ai dit, pendant ces vacances-là, je vais peut-être m'ennuyer, est-ce que je peux venir au moins passer un stage à la com, comme j'avais commencé en première année de master. Il m'a dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc il m'a demandé de faire le courrier, je l'ai déposé, je pense qu'il m'avait aidé un tout petit peu. Et quand je suis arrivé à RTL, personne, jusqu'à ce que je sois parti, n'avait su que c'était mon frère. Mais j'ai vécu une expérience incroyable, parce que si j'étais parti avec l'étiquette du petit frère de Blanchard, j'aurais été dans la merde, parce que les gens m'auraient pas aidé, m'auraient pas envoyé acheter du pain à la midi, acheter du tiep, etc. Ça m'amuse d'ailleurs de revenir au centre-ville, etc. J'aurais pas souffert. Mais le fait d'avoir souffert là, d'avoir vu en interne comment ça marche, d'avoir été sur le terrain avec beaucoup de gens qui m'ont encadré, je vais pas tous les citer, mais en tout cas ça a été une belle expérience à RTL, qui est en vérité un vrai laboratoire. Ça a un peu changé, c'est vrai, entre temps beaucoup sont partis, et c'est un vrai laboratoire. Et c'est à ce moment que tu comprends que le monde du travail est super méticuleux. C'est le réseau des smartphones, RTL. Il faut. Voilà. La 4G en plus. C'est la 4G. Voilà. Non, on est 5G un peu. Justement, alors, comment tu as fait pour monter ce club? D'où est partie l'idée? Comment on devient président de club? Comment ça se passe Atlético à Kanda? Ce qui est certain, c'est que c'est la continuité du combat que j'ai commencé à mener depuis que je suis journaliste, et surtout depuis que j'ai essayé de faire un autre journalisme dans ce pays. Il s'avère que la chance que j'ai quand même, c'est d'avoir fait l'université. Et quand on a fait l'UOB et qu'on a fait l'université, et même qu'on a été à Panthéon-Assas comme je l'ai été pendant 2 ans, on a un autre regard sur la discipline que l'on touche. C'est-à-dire que moi, le regard que j'ai du journalisme aujourd'hui, c'est un regard, jamais de ma vie je me suis considéré comme le meilleur du journalisme sportif, ou même que parce que j'ai côtoyé les médias internationaux, je me considère au-dessus de la mêlée. Non, je suis toujours dans ce modèle d'apprentissage et surtout de contribution. J'essaie de me rendre utile. Et dans cette utilité, j'ai pris l'engagement, moi, d'apporter un autre regard sur le sport gabonais et le football gabonais. Donc j'essaie toujours de montrer les faces cachées, même les talents cachés, etc. Donc dans cette optique-là, il est arrivé un scandale il y a bientôt plus de 2 ans déjà. L'équipe nationale féminine du football c'était des moins de 20 ans, était allé à Marseille jouer un tournoi. Et comme je venais d'aménager à Grenoble, j'avais eu la chance d'aller regarder le tournoi à Grenoble. Donc j'avais regardé 2 matchs. Elles avaient pris des raclées contre la France, contre plein de pays, le Japon et tout ça. Non seulement sportivement, ça m'avait choqué parce que j'étais journaliste et que quand je venais à RFI, on se moquait un peu. Mais derrière, il y avait eu un traitement qui était complètement lamentable et minable de la part de ceux qui avaient accompagné l'équipe et surtout de la fédération, que j'avais trouvé super négligente sur la gestion de l'équipe. Les filles sur place à Marseille, il s'était passé plein de choses. J'avais eu quelques retours, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Quand elles sont revenues à Libreville, elles avaient été abandonnées dans un petit motel. Celles qui devaient partir en province n'étaient pas parties à temps. Les petites avaient séché l'école pendant 1 mois. Donc moi j'avais eu des retours des filles qui m'appelaient en larmes. Au début c'était pour m'expliquer qu'elles étaient dans des conditions lamentables. J'avais eu des images, mais vraiment, j'ai toujours ça sur mon Facebook, je pense. Et après derrière, j'avais eu 2-3 d'entre elles qui m'avaient expliqué que c'était beaucoup plus grave que ça à Marseille et même avant ici à Libreville, parce que dans l'environnement du foot féminin, tout le monde le sait, le problème et le gros problème du football féminin, les parents le savent, ils veulent pas envoyer leurs filles, c'est l'homosexualité des filles. Et surtout, l'homosexualité ici, c'est des adultes, il n'y a pas de problème, mais surtout la question de pédophilie et tout ça, chez les mineurs et tout ça, dans les agressions sexuelles généralement. Et généralement, les plus grandes entraînent les plus jeunes. Et donc, quand j'ai eu ce retour-là de ces quelques filles-là, j'ai pris la peine quand même de me renseigner, en plus de pousser la réflexion. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai gardé les preuves, parce qu'il y a une de filles qui m'avait envoyé des vidéos quand même qui étaient super dégoûtantes, etc. Donc moi j'avais sorti l'information, mais vraiment de façon en affirmant ce que j'avais comme information et en mettant au conditionnel ce que j'avais pas comme information vérifiée. Et derrière ça avait créé un tollé. Et le ministre des Sports à l'époque, c'était Billy Binze, qui m'avait appelé lui-même à ce moment-là en téléphone privé. Je m'en souviens, on était midi juste à Grenoble, on a parlé pendant 1 heure. Il m'a dit, Freddy, l'affaire est tellement grave, c'était même arrivé jusque chez le président de la République. Tous les médias avaient repris ça, c'était un scandale et tout ça.
m'avait dit, moi je veux une preuve pour ouvrir une enquête. À ce moment que les seules preuves que j'avais, je les lui ai envoyées. Il a ouvert une enquête dans la foulée parce que c'était grave, pas tant parce qu'il y avait l'homosexualité, moi j'ai rien contre ça, mais tant parce qu'il y avait des mineurs dans cette équipe là, c'était pour la plupart des moins de 20 ans, et je m'étais dit, si j'avais une petite sœur dedans, elle aurait pu être touchée ou même maltraitée ou baladée par des gens qui sont autour du football qui ne méritent pas d'être là. Donc cette enquête avait été ouverte, malheureusement Billy Binza est parti, donc l'enquête n'a pas suivi son cours et au bout, mais ce n'est pas grave, ça avait au moins changé la perception que les gens avaient de cet environnement et surtout la perception que la fédération devait avoir sur les équipes des jeunes et des filles en disant qu'il faut avoir un regard beaucoup plus pratique. Et les gens savent désormais qu'ils doivent faire attention de ne pas dire et faire n'importe quoi aux jeunes sportifs et sportives. Sinon, derrière, on sait que les médias peuvent reprendre. Parce que la vérité, c'est notre rôle que d'être le porte-voix des faibles. Donc après, dans la suite de ça, j'avais eu parce que la fédération derrière avait fait toute une cabale derrière moi. Je suis devenu ennemi numéro 1 de la fédération, ce que je ne considérais pas l'être. Mais c'était aller beaucoup plus loin. Parce que la fédération était allée militer à la HAC. Le président de la HAC, sans que je ne sois au Gabon, ils avaient pris une décision unanime alors que c'est contraire à la loi. Ils auraient dû m'écouter, j'avais eu aucun contact, j'ai seulement entendu qu'on m'avait suspendu, non pas j'avais pas entendu, j'avais reçu un communiqué, ils étaient passés à la télévision quand même. C'était passé à la télé, je l'avais vu. Énoncé que j'étais suspendu 3 mois, ils étaient revenus 2 jours après, dire que je suis suspendu 6 mois, le pire, à aucun moment je n'ai reçu un coup de fil ou même un appel pour dire Freddy, qu'en est-il, est-ce que. Donc ils avaient été exécrables parce qu'ils avaient réussi à appeler tous les médias avec lesquels je bossais, donc Canal, TV5 Monde et surtout RFI, à qui ils ont fait du harcèlement presque, parce que je me souviens la directrice de RFI m'a appelé et tous mes chefs m'avaient appelé, Cécile Mégy, elle m'avait appelé en disant Freddy, c'est extrêmement grave, mais nous on ne va pas te forcer, on veut que tu continues à travailler, mais 2 jours après ils ont encore appelé pour dire si, parce que j'étais passé, il y avait je pense l'euro à ce moment là, j'étais encore passé, ils avaient appelé pour dire on va vous bloquer les émetteurs au Gabon et tout ça, et c'était donc devenu presque une affaire trop personnalisée. Et j'ai appelé madame Cécile et je lui ai dit écoute RFI, je reviendrai dans 3-4 mois, j'ai dit à Annie et les autres que c'est pas grave, je veux me mettre en retrait. Et à ce moment là voilà, je me suis dit qu'ils sont allés beaucoup trop loin pour un problème qui aurait dû susciter leur intérêt en se disant il y a peut-être moyen de travailler moralement, mentalement et peut-être surtout éduquer pour qu'on évite ce genre de situation. Ça veut dire qu'ils ont détourné le débat vers la petite personne que je suis en oubliant un problème qui est un problème fondamental et gravissime dans ce pays, que ce soit avec les petits garçons ou les petites filles. C'est extrêmement grave ce qui peut se passer dans le monde du foot, mais tout le monde fait comme s'il ne savait pas que dans le foot il y a des pédophiles, tout le monde fait comme s'il ne savait pas que dans le foot il y a des homosexuels et des PD qui attouchent les gamins, tout le monde connaît, il y a quelques figures, les gens connaissent, tu vas dans un quartier et tu dis mais qui peut être pédophile dans le monde du foot, on va te dire telle personne, mais jamais ces personnes-là dans notre pays, ce que je trouve grave et regrettable. Je suis pas là pour ça, mais on aurait dû au moins un jour dire que voilà, il faut arrêter, monter au créneau pour dire qu'il faut nettoyer ce football-là. Mais bon, ça c'est le foot et son côté sombre, mais heureusement il y a le côté joyeux, donc la continuité de ce combat-là. Je me t'ai dit, je vais créer un club de foot. Quand j'étais venu au Gabon, tout ça est passé derrière, je me suis dit, bon, écoute, je vais me lancer. Le combat que j'ai mené théoriquement, il faut le mener en pratique, et la pratique c'est que j'ai repris un club qu'on appelait Ballon d'Or, il a voulu fermer, moi j'ai repris le club, j'ai racheté les actifs et donc on s'entraînait au Ballon d'Or sur la première année. J'ai repris donc la section féminine. J'ai voulu commencer par Lévis parce que pour moi c'était un combat que je trouvais noble, et parce que je sais que les gars de la fédération avaient un œil sur moi et surtout ne pouvaient pas me permettre d'entrer directement comme ça dans le foot masculin, parce que si je rentrais avec les garçons ils allaient me casser les couilles tout de suite. Donc je suis rentré avec les filles et j'ai surtout misé sur la structuration du football féminin sur une échantillon beaucoup plus courte. Donc si tu veux construire une cité, c'est une phrase que j'aime beaucoup, il faut d'abord construire une maison. Donc cette maison là, c'est ce que l'on a essayé de construire depuis 2 ans avec Atlético Akanda, en structurant le club de façon semi-professionnelle parce qu'il n'y a pas de l'argent, et en mettant les filles dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est de l'éducation. Le sport, c'est de l'éducation. On les éduque socialement, sportivement, et puis ce qui est encore plus important, c'est qu'au bout de la première année, donc on a depuis quelques mois, on a lancé un programme super ambitieux que j'ai appelé Sportif Éduqué, un programme éducatif et sportif qui en fait réinsère ou ramène à l'école toutes les filles qui avaient décroché scolairement, parce que statistiquement il y a un peu plus de 60% des filles qui jouent au foot qui finissent par décrocher de l'école sous prétexte que le football c'est leur avenir, alors qu'en vérité il n'en est rien. Il faut toujours faire sport-études. Ça, en tout cas on a compris, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, dans l'entrepreneuriat comme dans le sport. Tout à fait. Et du coup l'Atlético Akanda aujourd'hui, ça décolle ou je sais pas trop? On a beaucoup travaillé quand même sur l'image du club.
On a beaucoup travaillé sur l'aspect marketing et je suis content de savoir que voilà, en 1 an et demi, on a réussi quand même à rentrer dans le cœur des gens, ce qui est très compliqué pour les clubs sur le continent africain, c'est-à-dire que trouver une fan base. On a lancé les produits dérivés, notamment des maillots qu'on a vendus pendant la période de confinement. On a vendu 380 maillots en 3 mois. Ce qui est pas rien ici. Ce qui est inexistant en fait dans le paysage du football, c'est-à-dire qu'aucun club sur les 15 dernières années ne va te dire on a produit des maillots, on a vendu 200, 300 maillots. Ça n'existe pas dans le business plan. Donc nous on l'a fait, mais vraiment de façon fun, de façon à ce que notre image prenne de la graine. Et puis on a fait un sympathique clip de promotion avec un artiste qu'on appelle Le Flow du Sud, que tu aimes beaucoup, je le sais. Ouais. Et ce clip là en fait nous a mis à une dimension supérieur qui a permis de vraiment de nous rapprocher du public et des fans. Évidemment là l'échantillon Atlético Akanda marche bien. Moi ce qui me satisferait serait que le modèle soit appliqué sur l'ensemble et que derrière le football féminin ou le football décolle à partir de cet échantillon, de ce modèle-là, parce qu'il faut toujours des pilotes et j'espère que ce pilote-là va continuer à progresser. Mais en tout cas, je suis bien content aujourd'hui. Ça veut dire si que ça marche. Là pour l'instant, il n'y a que les filles et on espère qu'il y aura des garçons après. Et si on arrive à développer le centre de formation sur 2 ans, sur 3 ans, on peut avoir, si on prend une génération de garçons de 14 ans les plus talentueux de la capitale ou surtout de la commune, au bout de 3 ans, les gamins ils peuvent avoir 17 ans et s'ils sont vraiment forts et bien encadrés, quand ils auront 17 ans, on peut les inscrire sur un championnat de 3e division ou de 4e division et cette génération-là, un peu comme la SEC Mimosa, va pouvoir progresser sur 3 ans, 4 ans pour ensuite arriver certainement en première division. Donc c'est vraiment ça le modèle fondamental de développement de ce projet-là. En tout cas, il y a beaucoup d'aspects techniques. J'ai bien compris que tu seras ministre des Sports. Ça va passer à la télé pour de vrai? Ouais. Je vais me faire casser les couilles. Non, mais si le bon Dieu me donne la chance, mais après pour moi, ce n'est pas un objectif que d'être politiquement ancré et devenir ministre des Sports. Ça peut pas être un objectif de carrière. La première fois, pour la petite histoire, où je regardais une télévision en couleur, j'avais déjà 9 ans, c'était en 1999, j'étais allé chez mon oncle en vacances en Ndilé et c'est à ce moment que je regardais pour la première fois une télévision en couleur. Entre temps, pendant tout ce temps au village, je n'avais jamais regardé une télévision en couleur et la première fois que je regardais une Coupe du Monde, c'était en 1998 et où est-ce que j'ai regardé la Coupe du Monde? C'était devant le comptoir d'un ami boutiquier parce que j'avais beaucoup d'amis au staff qui s'appelle Silla qui avait bien voulu me laisser le petit casier devant le comptoir pour que je regarde sa télé. J'ai regardé du premier au dernier match et c'est là que je suis tombé fan. Romain Grimaud. Quand je suis allé à Canal et que je lui ai dit, quand j'ai dit à Romain que la première fois que j'ai écouté un journaliste qu'il a été bon, c'était à l'époque CFI, Canal France International, c'était Romain Grimaud qui commentait et derrière je suis tombé amoureux de la bande à Alexander Ruiz avec l'équipe du dimanche, les Hervé Matou et surtout celui sur qui j'ai vraiment calqué mon modèle quand je fais des émissions, c'est quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas beaucoup, qu'on appelle Thomas Touroud. Freddy, je comprends que tu es passionné par tout ça et on était au départ là pour parler de toi, mais on dirait que je suis en campagne. Il y a plein de choses qui te tiennent à cœur et je vois que le pays pour toi c'est important, tu veux faire tellement de choses. Et justement, dernière question, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de Freddy Koula dans 10, 20 ans? Est-ce que ce sera le président d'Atlético Akanda ou ce sera le petit garçon de Mocab qui est devenu grand journaliste? Je pense que ce serait la meilleure chose qu'ils retiennent de moi et surtout qu'ils retiennent que en venant de nulle part, on peut atteindre ses rêves. Après, derrière, j'espère qu'un jour, j'arriverai à faire des choses qui vont rester dans le temps, gravées dans la mémoire des gens, la mémoire des Gabonais naturellement parce que c'est mon pays, la mémoire des gens de chez moi, Moabi, Mocab et tout ça. Et je veux surtout servir de modèle sur 1, 2, 3 générations. Donc si j'arrive à le faire, je serai vraiment, je pense, le plus heureux et mes enfants seront le plus heureux et ma lignée sera aussi reconnue que la lignée de Mavrolo Mandieng, Nyonda Makita. Donc en tout cas, je continue à charbonner. Ce pays, je l'aime beaucoup tout autant que toi. Je prends beaucoup de risques. Beaucoup. Et vraiment, tu peux pas imaginer le nombre de menaces que j'ai reçues. Je me suis même un peu fait brutaliser par le sélectionneur avec qui ça a été un peu chaud à l'aéroport. J'en ai pas parlé à beaucoup de gens. Je suis allé l'autre fois filmer les Panthères et le sélectionneur, je pense qu'il était un peu énervé que je l'ai titillé la fois d'avant, étant donné qu'il n'avait pas fait de conférence de presse. Heureusement, on a fait la paix avec Patrice Neveu, qui est une personne intelligente, qui était un formidable entraîneur. Je reçois des menaces souvent quand je suis assez droit et direct parce que j'ai de la chance de faire un journalisme, surtout au Gabon, qui ne me bancarise pas. Et donc, quand vous n'avez pas d'intérêt monétaire et financier dans un pays et que vous êtes bénévole, généralement, vous ne courbez pas les chines. Et si ça peut servir de modèle et d'exemple, j'en serai le plus heureux. Mais j'espère faire des choses encore plus grandes. En tout cas, on espère qu'on en sera encore témoin de nombreuses années.
faut. Et tu reviendras dans Simple Thérapie à ce moment-là nous en parler. Mais pourquoi pas ailleurs? Un bel épisode. On pourra mettre en place d'autres projets. Il faut qu'on se retrouve à Paris pour faire des choses. Voilà. En tout cas, c'était Simple Thérapie avec Freddy Koula. Donc, vous l'aurez compris, journaliste, homme des médias, sportif, président de club. Il y a trop de titres, Freddy. Il va falloir trouver de la place dans la carte de visite. Il faut que je commence à faire un peu du cash. Ouais, bien sûr. Non, bon. Les autres épisodes sont disponibles en tout cas sur Apple, Podcast, YouTube, Facebook et partout. Il suffit de taper Simple Thérapie, DJ Facemaker ou Freddy Koula. It's a real